Quatrième et dernier objectif de la firme, assurer le renouvellement du capital humain. Alors par parenthèse, avant de terminer sur ce thème du capital humain, je signale que le renouvellement du capital humain pose des problèmes délicats. Au moins deux problèmes délicats, hein, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais quand même je voudrais vous en dire deux mots. Premier problème, première observation, le capital humain est humain. Comme on vient de le dire dans la diapositive précédente, c'est vraiment une question centrale. Prendre en compte l'humain, ne pas oublier l'humain, même si on parle de capital. Mais c'est aussi du capital. Ça veut dire qu'on ne peut pas ignorer que ce capital, comme le capital technique ou financier, sert à la fabrication du chiffre d'affaires de la firme et doit justifier un rendement. Autrement dit, mais c'est un autre débat en fait, et ce n'est pas notre cours, le capital humain n'est pas une notion humaniste. Le capital humain n'est pas une notion humaniste, c'est-à-dire une notion faite par l'homme pour l'homme. Le capital humain est une invention, une révélation économique qui sert la firme comme il en est pour le capital technique ou pour le capital financier. Deuxième observation, la firme dans laquelle on évolue ici, hein, disons la firme standard, hein, qui nous sert un peu de modèle, et d'ailleurs toutes les firmes, hein, d'une manière générale, avec leurs particularités, mais qu'on n'examine pas ici. Donc on a ce modèle standard, hein, de firme sur lequel je ne donnerai pas trop de détails. La firme standard est un modèle dynamique à génération, comme on dit en économie. Un modèle dynamique à génération, pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour schématiser, hein, il y a deux choses importantes, hein, pour le capital humain et pour le marketing RH et la marque employeur, avec ce modèle dynamique à génération. La première chose, c'est que la nature de la firme la conduit à rechercher un équilibre dynamique. Elle doit se développer ou régresser. Généralement, la firme ne peut pas rester au même niveau de production, sinon elle régresse et se voit dépassée par ses concurrents. Ça, c'est un point fondamental. Les marchés, on est dans une conception libérale, hein, donc dans une économie ouverte, avec une économie de marché, économie développée de marché. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en admettant ce marché, ou ces marchés, hein, différents marchés, bien sûr, pour chaque type de bien, chaque type de service, également marché du travail, marché des biens de production, marché des biens de consommation, tout ce que vous voulez. On est dans des marchés, alors qui peuvent être imparfaits, hein, bien sûr, mais cette notion fait on recherche un équilibre, et l'équilibre, souvent, n'est pas un équilibre stable. Autrement dit, on n'est pas dans la situation de la bille qui serait au fond d'un bol, donc vous pouvez la déplacer, mais elle revient toujours au fond du bol. On tombe toujours sur un équilibre, c'est vrai, mais l'équilibre sur lequel on va tomber avec les marchés n'est pas systématiquement un équilibre qu'on appelle optimal. C'est-à-dire, ça va être un équilibre, c'est-à-dire que l'offre et la demande de n'importe quoi vont s'équilibrer à un moment donné. Mais d'abord, cet équilibre pourra ne pas satisfaire, au fond, dans la réalité et dans l'humanité, je dirais, des choses, les agents économiques. C'est-à-dire que tout le monde pourra être mécontent. L'équilibre n'est pas obligatoirement optimal. Le deuxième aspect, c'est que l'équilibre est instable souvent. C'est-à-dire qu'il faut peu de choses pour modifier l'équilibre. Et quand je dis qu'il est dans la nature de la firme de rechercher cet équilibre économique, ça veut également dire que cet équilibre, elle doit essayer de le maintenir un tout petit peu comme quand on conduit sa voiture. Il ne s'agit pas de se mettre au volant et de laisser la voiture rouler. Il faut toujours veiller à corriger la route parce qu'il y a un virage, à utiliser les freins parce qu'il y a un stop ou un feu tricolore, etc., etc., à accélérer parce qu'on va dépasser un véhicule plus lent, à changer de fil, etc. Donc, ce pilotage, si vous voulez, de la firme pour maintenir l'équilibre, il veut dire aussi, et c'est un point important sur lequel on ne reviendra pas, mais que je veux souligner parce que c'est en fond de tâche, je dirais, de notre vision de la firme. On parle de la firme standard, mais il ne faut pas oublier ça. Même pour la firme standard, si elle n'évolue pas, elle ne se développe pas, elle régresse.
Et la deuxième chose, justement, par rapport à ça, hein, je dis qu'on est dans un modèle dynamique à génération, et en quoi ça intéresse finalement le marketing RH et la marque employeur. Eh ben, il y a une deuxième chose hyper importante, c'est que c'est le renouvellement du personnel qui va en grande partie assurer la modernisation et l'adaptation de la firme à son environnement. Euh, des nouveaux produits, des nouveaux services produits, ou rendus, ou vendus, des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, de nouvelles technologies, etc. etc. À chaque fois, bien sûr, il y a une part technique, mais il y a surtout une grande part d'humain, de ressources humaines, justement. On est dans notre sujet. En d'autres termes, la notion de modèle dynamique à génération, hein, qu'on applique ordinairement au capital technique, hein, je voulais venir à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nouvelles machines plus productives vont permettre de produire mieux et moins cher que les anciennes machines. Voilà, la génération nouvelle, en termes de machinisme par exemple, en termes de montage, en termes d'innovation, etc., va intégrer tout un tas de choses qui vont, ces nouvelles machines, les rendre plus productives pour la firme et donc permettre de mieux produire à moins cher. Ce modèle, hein, cette notion de modèle dynamique à génération, va s'appliquer pleinement également au capital humain et va s'appliquer de plus en plus. Pourquoi? Parce que la production, le produit intérieur brut, si vous voulez, l'ensemble des productions réalisées, de biens et de services réalisés par un pays sur une année. L'ensemble de la production s'oriente de plus en plus vers les services plutôt que vers les biens. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est plus dans une société où les biens dominent. Pour vous donner une idée, hein, il ne faut pas oublier que 75%, alors, il y a des petites variations selon les pays, il y a des pays un peu plus matérialistes, un peu plus industrialisés, etc. L'Allemagne par exemple, on y revient. Mais 75% du produit intérieur brut de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'ensemble des productions, de l'ensemble des pays de l'Union européenne, de l'ensemble des biens et de l'ensemble des biens matériels et de l'ensemble des services, donc 75% du produit intérieur brut de l'Union européenne est constitué de services immatériels et non plus de biens matériels. Ça veut dire qu'en fait, pour s'adapter, il s'agira plus simplement de changer de machine, ça va jouer aussi, mais il va falloir, puisque les services vont être rendus également par des ressources humaines, il va falloir de plus en plus s'adapter en termes de ressources humaines. Alors bien sûr, il y a des services qui vont être distribués par des machines, mais ces machines, il faudra par exemple les programmer, hein, si ce sont des machines électroniques. Bien sûr, on va créer de nouveaux services, par exemple avec l'Internet des objets, etc. J'ai remarqué, hein, c'est tout à fait récent, je crois ne pas m'être trompé vu mes connaissances en technologie et en informatique. J'ai vu certains distributeurs de boissons et de nourriture, hein, conditionnés, des sachets de gâteaux, des sachets de chips, etc., équiper ces distributeurs de petites antennes, hein, comme des antennes de Wi-Fi, petites antennes compactes. Et je pense, je n'ai pas expertisé la question, mais j'en suis à peu près sûr qu'en fait ce sont des objets connectés, hein, tout simplement, qui peut-être permettent de signaler l'état des appareils, est-ce qu'ils sont en état de fonctionnement, est-ce qu'ils sont remplis, est-ce qu'il manque des gobelets, est-ce qu'il manque du café, est-ce qu'il manque des sachets de chips, de sorte que ça permet finalement aux salariés qui vont venir remplacer ou mettre compléter en quelque sorte ce type de distributeur automatique, de ne venir que lorsqu'on a atteint un certain seuil de biens à l'intérieur de ces machines. Voilà, on ne va pas attendre qu'il n'y ait plus de café ou plus de gobelets ou plus de sachets de chips, mais un peu avant, en fonction du signal qui sera envoyé par la machine, on va venir compléter. Ça évitera de venir, par exemple, je sais pas, une fois par semaine, s'assurer que tout est plein. Ouais, tout est plein, bon, donc on fait rien. Mais enfin, ça, ça va faire perdre en quelque sorte du temps. Donc même ces objets connectés, eh ben, ils vont générer, ça c'est nouveau, hein, donc, ils vont générer une action humaine, hein, derrière. Ça ne va pas disparaître, ça va changer tout simplement de forme. Donc c'est une chose que je pense assez importante, hyper importante même. On va avoir un phénomène d'adaptation qui est une nécessité grâce à ce renouvellement que l'économie a déjà caractérisé, hein, pour le capital technique, c'est-à-dire que les nouvelles machines permettent
de produire mieux et moins cher. Il en est de même pour les ressources humaines. Le renouvellement, donc il ne s'agit plus simplement d'attirer, il ne s'agit plus simplement de fidéliser ou de conserver la ressource humaine. Il va aussi falloir gérer son renouvellement de sorte que l'entreprise reste toujours dans le coup, dans le tempo de son développement. Sinon, si elle s'arrête, elle va régresser, elle va perdre sans doute son avantage compétitif. Voilà, je voulais faire cette parenthèse sur ces deux sujets avant de revenir donc plus particulièrement à cette notion de renouvellement du capital humain. Alors, sur le renouvellement du capital humain dans la firme, on voit que c'est une nécessité. Alors, c'est une nécessité en fonction des coûts respectifs aussi, des facteurs de production, capital technique, capital financier et ressources humaines, et aussi des types de marchés, de biens et de services sur lesquels la firme intervient. Il y a en effet probablement un optimum de capital humain, c'est-à-dire un niveau, j'appelle optimum en fait, un niveau de personnel correspondant au capital technique disponible, machines, locaux, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas embaucher à l'infini du personnel pour travailler sur tant d'ordinateurs ou dans des locaux de telle surface ou tel volume, tout simplement parce que les gens se marcheront dessus. Inversement, vous ne pouvez pas, avec un volume de personnel donné, un effectif donné, vous ne pouvez pas augmenter le nombre de machines, ou au contraire diminuer le nombre de machines. Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui travaillent sur ces machines devront se répartir ce travail sur les machines parce qu'il n'y a pas assez de machines pour tout le monde. Imaginons les ordinateurs, que vous ayez besoin de travailler sur des ordinateurs, vous êtes 15 ou 16, et au lieu d'avoir 16 ordinateurs, il n'y en a que 8. À ce moment-là, il faudra partager le temps. Même chose en matière de locaux. Donc on peut arriver par itérations successives, par comment dirais-je, ajustement progressif, à définir empiriquement même, c'est-à-dire sans nécessiter forcément une formule de calcul arithmétique ou mathématique, on doit pouvoir définir un optimum de personnel, un optimum d'effectifs et de temps de personnel par rapport à un capital technique donné. Ça, c'est un aspect important. Quantitativement, il y a cet optimum. Alors, quand je dis quantitativement, c'est l'effectif et le temps de travail. On peut jouer sur les deux manettes. Deuxièmement, quantitativement aussi. Le renouvellement du capital humain dans la firme impose également que ce capital humain soit géré en quantité. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital humain géré en quantité, ça veut dire qu'il va y avoir bien sûr le stock, je sais pas, tant d'employés, tant de salariés, mais il y a des gens qui vont partir. Des gens qui vont partir, par exemple, à la retraite, tout simplement, le cas le plus manifeste, assez prévisible, où le salarié, ne fût-ce que pour monter son dossier de retraite, doit signaler un peu avant qu'il part à la retraite, etc. Ou alors il peut y avoir des emplois en contrat à durée déterminée, dont on connaît à l'avance, bien sûr, par définition, la fin. Et dans ce cas-là, il va falloir ajuster les flux de recrutement, par exemple, pour remplacer ces personnes. Donc c'est ce que j'appelle ce renouvellement avec l'obligation, la nécessité d'une gestion quantitative, une gestion minimale. Sinon, les effectifs pourront varier de manière incontrôlable, c'est-à-dire le salarié a décidé de partir à la retraite, par exemple, sans même parler des cas plus graves de maladie ou de décès ou des cas intermédiaires où le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident. Mais je dirais le cas le plus simple de gestion, c'est le départ à la retraite, dirons-nous, ou la fin du contrat à durée déterminée. Et si on ne fait rien, les effectifs vont plonger. Et si on attend, si on n'anticipe pas le départ, il va falloir avoir un poste vacant et attendre que les modalités dispositifs de recrutement soient faites par le service ou la direction des ressources humaines, que la personne soit recrutée. Il peut se passer des jours, selon les cas, ou des semaines. On peut bien sûr aussi recruter sous une forme intermédiaire avec travail temporaire. Mais bon, la gestion quantitative est quand même une base, et je dirais presque une obligation de management. Le renouvellement du capital humain, comme vous le voyez sur la diapositive, s'impose aussi et doit être géré en termes de qualité.
Ce qui veut dire que la firme doit prendre en compte les différents métiers en termes de, bien sûr, nature des métiers, nature des niveaux de qualification, éventuellement localisation géographique si la firme a plusieurs implantations, et les cycles de production hein, qui sont nécessaires ou qui justifient ces métiers. On a différents états de cycle de production en fonction des produits et services qui sont élaborés par la firme et qui ne requièrent pas forcément les mêmes types de métiers, de niveau de qualification, etc. Donc il y a un ajustement hein, qui doit être fait de ce point de vue-là. C'est ce que je veux dire quand j'évoque hein, la nécessité de gérer les effectifs, non seulement en quantité, mais également en termes de qualité. Il faut ajuster tout ça. Enfin, dans le renouvellement, il y a deux impératifs complémentaires que je signale. Alors, je ne veux pas m'étendre sur ces points-là, mais je veux en dire là aussi quelques mots. Le premier impératif, c'est qu'il faut que la firme gère les transmissions de savoir, donc en fait les flux produits par le capital humain. C'est ainsi, si vous voulez, que les savoir-faire, hein, par exemple, les tours de main, les contacts aussi qui peuvent exister entre les différents personnels, différents services, différentes personnes, donc à l'intérieur ou à l'extérieur de la firme, l'historique aussi des dossiers, des projets, tous ces aspects-là qui font en partie, même c'est une partie émergée, je dirais, qui font partie de la culture d'entreprise aussi. Il faut que ces savoir-faire, l'historique des projets, l'historique des dossiers, etc., les contacts, ne soient pas perdus avec le départ des personnels hein, en retraite, démission, licenciement, décès malheureusement, etc. Donc c'est un premier impératif qui appartient à la firme dans le cadre de la gestion du capital humain et du renouvellement du capital humain, à l'occasion d'un renouvellement programmé ou non programmé, mais surtout programmé, il faut parvenir à gérer les transmissions de savoir. C'est complémentaire hein, de cet aspect de renouvellement et de l'aspect dont on a parlé, à savoir la manière dont on va, comment dirais-je, mettre en valeur le capital humain. Il y a un deuxième impératif que je signale, c'est que à l'occasion de départ hein, de salariés, il faut que la firme veille à conserver les personnes ayant des compétences stratégiques pour elle, hein, pour la firme. Par compétences stratégiques, je ne vais pas rentrer dans des définitions très élaborées, mais j'entends, je comprends, moi, des compétences pouvant donner lieu à un avantage compétitif de la firme, euh, concurrentiel aussi, compétitif ou concurrentiel, vis-à-vis des autres firmes. Donc en gros des compétences rares qu'elle a ou des gens qui ont un savoir-faire particulier et ça c'est important et bien sûr ces compétences sont à identifier avant le départ du collaborateur et pas après. S'agissant des moyens à mettre en œuvre hein, pour assurer le renouvellement du capital humain, la diapositive que vous avez à l'écran donne quelques indications que je développerai plus tard. Je me contente simplement de donner ces pistes en quelque sorte sans approfondir. Hein. Il faut tout d'abord hein, que les différents moyens qu'on va utiliser pour le renouvellement du capital humain soient adaptés au contexte. Alors bien sûr, c'est une règle générale. Le problème, c'est qu'il y a différents contextes. Hein, donc il va falloir des solutions adaptées pour chaque type de contexte. Alors, comme je l'indique sur la diapositive, c'est quoi ces contextes? Premier aspect, c'est le contexte du marché ou des marchés du travail qui va jouer un rôle important, notamment pour gérer hein, le renouvellement du capital humain. Il peut y avoir des marchés où justement le capital humain dont on a besoin est très rare, ou d'autres marchés, selon les types de métiers, selon les régions, selon les niveaux hiérarchiques qu'on souhaite recruter ou conserver ou renouveler. Il peut y avoir d'autres situations où ces aspects-là, l'offre est beaucoup plus rare ou beaucoup plus abondante à l'inverse. Il y a les démographies aussi et la dynamique des métiers hein, qui va intervenir dans la physionomie de ces marchés. On va aussi rechercher l'optimisation de l'expérience des travailleurs âgés.
dans la firme, c'est-à-dire que même si on peut imaginer des travailleurs qui ne sont pas nécessairement qualifiés, a fortiori bon, des travailleurs qualifiés et qui ont de l'expérience, mais même en l'absence de grandes qualifications, justement, les mécanismes d'apprentissage dont on a un tout petit peu parlé auparavant font que les collaborateurs savent des choses et leur remplacement, leur renouvellement ne va pas toujours de soi. Et il n'est pas toujours facile de remplacer un ancien par un jeune, même si du point de vue de la masse salariale, par exemple, ça peut présenter un intérêt avec ce qu'on appelle l'effet de Noria, hein, comme vous savez. Il faut aussi tenir compte dans ces contextes des marchés de la firme, hein, sur lesquels la firme intervient. Et de ce point de vue-là, par exemple, on peut concevoir que des salariés intégrés à la firme et dont on envisage le renouvellement parce que, bien sûr, il y a des causes de départ, ces salariés peuvent parfaitement connaître leur marché, parfaitement connaître leur clientèle, ou à l'inverse les fournisseurs, etc. Et ça, c'est important. Gérer également peut-être la conflictualité, hein, qui peut être générée par le renouvellement de personnel. Alors que ce renouvellement soit rapide, hein, dans le cas d'un turnover important, ou que ce renouvellement soit plus lent, c'est jamais sans risque de modifier les équilibres à l'intérieur, les équilibres humains en particulier à l'intérieur d'une entreprise. Donc ça, on doit prendre en compte ces aspects, notamment de conflictualité. Et puis ça retentit, on verra sur la marque employeur bien sûr, mais bon, il est un peu trop tôt pour en parler, mais il ne faut pas qu'il y ait de contradiction non plus avec le rôle social ou sociétal de la firme. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas se comporter brutalement dans le renouvellement de la force de travail, hein, de la ressource humaine, c'est évident. Puis naturellement, etc., il y a d'autres aspects auxquels on peut réfléchir. Alors, parmi ces moyens également, il faut compter sur le capital humain, bien sûr, et sur le marketing, qui va être un instrument, je dirais, chirurgical pour éviter que la firme connaisse de mauvais moments à l'occasion du renouvellement d'une partie de son effectif. Pour terminer sur cette notion de capital humain, je voudrais que les étudiants recherchent, hein, dans la liste des listes des indicateurs ressources humaines, ceux qui permettent d'identifier les moyens de piloter le renouvellement du capital humain dans la firme. Vous retrouverez la liste des listes, hein, des indicateurs ressources humaines de la firme québécoise Syntel, hein, qui est une liste très complète et régulièrement actualisée. Moi, je crois que j'ai l'exemplaire de 2016, hein, mais qui comprend un certain nombre d'indicateurs qui sont à la fois pertinents, enfin, qui sont, comment dirais-je, très détaillés. Il y a beaucoup d'indicateurs et il faut peut-être rechercher selon les cas dans lesquels on se trouve les indicateurs pertinents, mais on a un champ d'investigation très très intéressant et très très large. Et donc ça va être très intéressant de regarder ça. Cette liste est un outil très 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 intéressant pour la gestion des ressources humaines et pour notre travail ici, marketing, ressources humaines et marque employeur. Alors on va passer maintenant à l'examen d'un autre concept très important justement, proche et souvent confondu avec la marque employeur. Je veux parler de la culture d'entreprise.